Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Moi, c'est LP. Aujourd'hui, on va vous faire un top 10 un peu particulier parce que c'est pas un top 10 sur des jeux spécifiquement, mais c'est un top 10 des choses qui nous irritent dans les jeux de société. Ouais. Puis dans le fond, là, on précise qu'on y était avec un vote de nos chers amis sur Patreon, sur Discord. Puis là, je sais pas dans le cas de David, moi j'ai été. Ça va être dur de voir, je sais pas, on va avoir combien de crossovers. J'ai l'impression qu'on va en avoir quand même quelques-uns. Il y a des choses dont on discute souvent dans notre podcast, entre autres. Moi, j'ai des choix qui sont extrêmement précis. J'ai des choix qui sont plus larges, qui sont à prendre plus large. J'ai des choix qui sont spécifiquement dans un jeu ou dans un autre. Toi, tu l'as pris comment un peu, cette liste-là? Moi, je l'ai pris vraiment pour ce qui est dans les jeux, tu sais, la boîte du jeu, là, dans le fond. Ouais, oui. Par rapport à l'édition du jeu, des choses qui nous tapent ses nerfs, soit quand on l'installe, quand on y joue, pendant qu'on y joue, des trucs comme ça. J'ai laissé un peu ce qui est en dehors du jeu, ce qui a rapport avec les joueurs, parce qu'on sait que c'est des mauvais joueurs, mauvais perdants, des mauvais gagnants, c'est des affaires ou des joueurs alpha. Ouais, j'ai laissé aussi de côté ce qui est dans ce que je dirais, mettons, dans la chaîne de distribution du jeu. Fait que, il n'y a pas de truc par rapport à la livraison, par rapport à comment une campagne Kickstarter ou IMFound va être gérée, ou comment que la compagnie va informer ses joueurs, ou je sais pas, va remplacer une pièce qui est brisée, des trucs comme ça, le service à la clientèle. Je touche pas à ça. Là. Moi aussi, c'est juste spécifiquement à partir du moment que j'ouvre une boîte, que je le défais, que j'apprends les règles, que je l'installe, que je joue, puis que je la resserre. Là. C'est ces étapes-là. C'est ça. Puis tu sais, c'est des irritants, c'est des choses qui lui font un peu graisser les dents quand on voit ça, mais c'est pas des choses nécessairement qui vont m'empêcher de jouer à un jeu si je retrouve ces éléments-là dans un jeu, par exemple. Non, parce que moi, presque tous les jeux que je vais nommer en exemple, c'est des jeux que j'aime de minimalement un peu, voire beaucoup. Certains de mes jeux sont dans mes jeux préférés, dans les jeux que je vais nommer, mais il y a des affaires qui me tombent sur les nerfs dedans, pareil. Donc, on commence ça. Donc, top 10 des irritants dans les jeux de société. Yes. Numéro 10, je vais commencer. C'est quelque chose d'assez simple, d'assez standard qu'on retrouve vraiment souvent. C'est les jeux qui n'ont pas de tiebreaker. Ah, j'aime ça. C'est genre pas de bris d'égalité. Ah, la victoire est partagée. C'est comme, non. Fais-moi un bris d'égalité. Non, c'est ça. Arrête de faire ton paresseux. Là. C'est sûr que dans ton jeu, il y a quelque chose que tu peux dire, celui qui a le plus de ça, ou celui qui a le plus de cartes, le moins de cartes, celui qui a le plus de telle ressource, celui qui a le plus, qui est plus haut sur telle piste, celui qui a l'initiative, parce que c'est un jeu qu'il faut aller chercher le premier joueur. Bref, t'as des choix en masse. Arrête de faire ton paresseux, puis de dire, non, la victoire est partagée. Non, elle n'est pas partagée. Trouve-moi un tiebreaker. Ou un vrai tiebreaker. J'ai déjà eu un jeu, là, je me rappelle plus lequel, j'ai un blanc, mais j'ai un jeu ici dans ma collection que ça m'avait frappé parce que le tiebreaker, c'est le propriétaire du jeu. Ouais, c'est ça, c'est un peu stupide ça. Mais quelque chose qui a rapport avec la game. Ça revient à. Oh, j'en ai pas fait puis j'avais pas le goût. Fait que c'est toi qui possède le jeu, tu décides. C'est ça. Fait que ça aussi, ça me tape tout un peu ses nerfs. C'est pas que ça arrive si souvent que ça des tiebreakers. Mais tu sais, les games que ça arrive, t'es comme ça a été une game vraiment serrée, on arrive à un tiebreaker. On lit à la fin du livre, la victoire est partagée. C'est comme, je sais pas, on dirait que ça casse un peu la finalité du jeu dans les jeux compétitifs notamment. Tout à fait d'accord. J'y avais pas pensé, celle-là. Les tiebreakers. Très bon choix. Mon premier choix, il est extrêmement précis. Pour ça qui est là, d'ailleurs, mon numéro 10, c'est les plateaux de jeu qui sont faits sur le long. Okay. Qui sont faits à la verticale, qui sont étroits, puis qui sont très très longs. Puis celui que j'ai spécifiquement en tête, un des premières fois que j'ai pensé quand j'ai fait cette liste-là, c'est le plateau de Bitoku. Parce que
peu importe tu te places comment autour, tu es mal placé par rapport au plateau. Il n'y a aucun joueur qui est bien placé par rapport au plateau. Fait que soit on joue à 4 puis il est comme de côté. Fait que ceux qui sont aux deux extrémités du plateau, ils ont de l'information qui est super loin, qu'ils ne voient pas bien. Soit tu es sur le flanc du plateau, là, fait que sur un des deux côtés. Fait que là, toute l'information, tu as une main pour lire c'est quoi les icônes. C'est un jeu qui a plein d'icônes. Fait que les espèces de plateaux qui sont pas pensés pour qu'on soit assis autour, là, que l'information est mal placée ou est loin, puis en plus, tu sais, généralement, un plateau, à tout le moins, quand il y a un mode solo, tu le places devant toi, puis tout est proche. Non, non, pas lui. Il faut que tu t'étires super loin pour aller placer des choses puis aller mettre des choses à l'autre extrémité du plateau quand tu joues en solo. Fait que quand tu es un joueur solo, tu n'as même pas la satisfaction d'avoir le plateau tout à toi, comme il faut, bien placé quand tu joues. Fait que ça m'achale. Il y a plusieurs jeux qui font des trucs comme ça. Fait que, mon premier choix, c'est vraiment les plateaux principalement qui sont faits sur le long, mais qui sont pas réfléchis. On dirait que dans leur playtest, il n'y a personne qui s'est assis à 3-4 autour et dit hey, les gars, il me semble qu'on est mal placé autour de ce plateau-là. Alors que, surtout dans le cas de Bitoku, ça aurait été facile de faire plusieurs petits plateaux qui représentent les différents lieux sur lesquels tu peux aller, puis les placer selon la disposition que tu as des joueurs. C'est assez à la mode de faire des espèces de plateaux modulaires. Fait que c'est mon premier choix. Les plateaux verticales. Ouais, puis ces méchants plateaux-là qui sont longs, tu sais, c'est ça, t'es assis d'un bord, puis ce qui est à l'autre bout, oui, il est difficile d'accès, mais il est aussi difficile de lecture. Puis oui, ça, c'est gossant. Ça rend l'information difficile à lire. Puis tu sais, si t'es sur le côté, toi t'es sur le côté, anyway, fait que il n'y a rien, t'es jamais bien placé pour voir l'entièreté du plateau à aucun endroit. Fait que ça je trouve ça bien, bien fatiguant. OK. Ensuite, mon numéro 9, tu vas rire parce que c'est quelque chose qui s'applique à un jeu qu'on a joué récemment. C'est les jeux qui mettent des dés puis qu'il y a des maudites faces vides sur les dés. Ah, j'ai ça, des faces vides sur un dé. Hein. Tu pognes tes dés, tu es comme ah, j'ai 4-5 dés à lancer pour mon jet, cool. Tu lances ça, ah, j'ai 4 faces vides puis un succès. Bon, ben, c'est ça. On dirait que c'est. Fait qu'à tout le monde. Ouais, je comprends. C'est comme tout ou rien, on dirait. Puis, tu sais, j'aimerais mieux des dés qui soient. Tu sais, que la plus basse face, ça soit 1. Ou, tu sais, à la limite, même un genre de symbole qui te donne un petit jeton de quelque chose plus tard. Ou une petite compensation parce que tu as eu des faces vides ou des trucs comme ça. Ouais. Ou si tu as 2 symboles sur tes faces vides, tu sais, c'est genre des demi. Fait que tu fais 1 avec 2 faces vides ou peu importe, là. Ouais. Il y a des. Oh, vas-y. Ouais, vas-y. Ben, je veux dire, il y a des jeux justement qui réussissent à bien jongler avec cette idée-là. J'ai 2 jeux en tête, Burn Cycle, où tu peux transformer 2 faces vides en un succès. Voilà. Puis il y a Altar Quest, que il n'y a pas de face vide. Là. Ce qu'ils ont fait, c'est que ta face vide, elle te donne un jeton. Oui, ça c'est cool. Puis où tu peux transformer ta face vide en succès si tu dépenses un jeton. Fait que chacune de tes faces vides, tu décides soit je la transforme en succès, soit je garde le jeton pour plus tard transformer des faces vides en succès. Fait ils ont pensé à faire quelque chose de même. Moi, je suis d'accord, ça peut être frustrant, surtout qu'on a joué un jeu très très récemment que 2 faces vides, ça indique un échec automatique à l'entièreté de ton jet. Ouais, puis t'as 33% de chance d'avoir des faces vides. Là. Ouais, mais ça te donne un. Tu sais, celui-là, au moins, ils ont fait. Là, on parle d'Oathsworn pour le dernier exemple. Celui-là, au moins, ils ont fait que tu gagnes un jeton si tu rates ton jet d'attaque qui va te permettre d'améliorer ton prochain jet. Mais je suis d'accord qu'il y a un sentiment anticlimatique, si on veut. Là. Tu lances tout plein de dés, puis moi, c'est des phases vides, j'ai rien fait. Parce que dernièrement, j'ai joué à Ultra, que tu as des jets de compétences à faire avec des dés, puis les dés sont 50% face vide, 50% que tu peux avoir des succès. C'est vraiment énorme comme odds. Puis là, des fois, t'es comme 3-4 dés pour faire ton jet, t'es comme ça va être facile. Non, tu le roules 4 faces vides, ça arrive souvent dans ce jeu-là parce que c'est 50%. Fait que tu sais, c'est comme. C'est juste frustrant. Puis un jeu comme Time Stories, qui a des phases vides aussi, puis qui marche avec des tests de compétences. C'est une espèce de jeu narratif là, qu'on se fait à différentes époques, puis qu'on va essayer de résoudre un peu des énigmes, puis un casse-tête. Puis quand tu fais des jets, puis que tu te bats, puis c'est des dés, puis les phases vides aussi dans ce jeu-là, c'est comme mortel. Puis des fois, tu peux rater une game juste parce que tu as roulé un peu trop de phases vides. C'est pas parce que tu as pris des mauvaises décisions, tu as pris des mauvais choix. C'est juste les maudites phases vides qui te rentrent dedans parce qu'elles t'arrêtent pas d'épogner. Ouais, il y a plusieurs jeux que Toulouse Death Médaille, il y a ça aussi, il y a bien des jeux qui ont ça. C'est un bon choix. Fait que ça, ouais, ça me fait pas triper des phases vides sur des dés. Mon 9e choix, personnellement, c'est un choix qui est encore très, très, très précis dans certains jeux, mais c'est quelque chose qui me fâche quand ça arrive. Fâche. Sauf que ça arrive pas souvent, fait que c'est pour ça qu'il est en 9e place. C'est quand tu reçois un jeu, là, t'es content, tu l'ouvres, là, tu le dépunches, tu sors les affaires, tu le refermes, puis la boîte ferme plus.
juste parce que tu as dépunché les jeux, parce qu'ils ont pensé à bien fermer la boîte quand toutes les composantes sont bien à plat dans leur punchboard. Là. Mais que quand tu as sorti tout ça, puis que là, tu as tout ça dans tes baggies, puis tu refermes ta boîte est tout croche, puis elle ferme pas. Il y a des jeux comme Dungeon Crusade, que notre ami Sébastien m'a prêté récemment, que la boîte ne ferme pas pantoute une fois que le matériel est dedans. Que, Adventure Tactique, il y avait des problèmes pour refermer ma boîte quand toutes tes composantes sont là avec les tokens, puis là, tu essaies de placer ça, puis ça ne place pas. Puis c'est un problème qui mérite, c'est un problème, c'est très mineur, c'est pour ça qu'il est en haut de ma liste. Mais tu sais, ça mérite grandement parce que là, encore une fois, j'ai l'impression, voyons, vous n'avez pas quelqu'un dans votre compagnie qui a dans sa liste de tâches de recevoir une boîte finale, de l'ouvrir, de la défaire, de l'installer, de la resserrer, puis de voir si tout marche bien. C'est quoi ça? Tu sais, ou à la limite, de m'expliquer comment le serrer le jeu, s'il y a une façon particulière de le serrer pour que la boîte referme. Mais il y a quand même pas mal de jeux, surtout dans des Kickstarter habituellement, qu'il y a tellement de composantes qui n'ont pas réfléchi à regarde, on te donne ça, tu t'arrangeras avec, gère ça comme tu veux. Nous autres, c'est plus entre nos mains. C'est pas de ma faute si ta boîte ne ferme pas chez vous. Ça, c'est quelque chose qui mérite vraiment beaucoup. C'est mineur, ça arrive pas souvent, mais maudit que ça me tombe ça. Ouais, ça gosse, c'est vrai. Ça, c'était mon 9e choix. Ok, parfait. Mon 8e choix, il s'applique à des jeux, spécifiquement je dirais aux jeux de gestion de ressources, les jeux euro, engine building. Ça va te surprendre parce que toi, je pense que c'est quelque chose que tu aimes beaucoup. C'est les déclencheurs de fin de partie. Dans ce genre de jeu-là. Je me suis rendu compte qu'avec le temps, j'aimais mieux ces genres de jeux-là quand c'était un nombre de manches fixe. C'est peut-être pour ça que j'aime beaucoup les jeux de Luciani qui ont généralement 4-5 manches, puis tu sais, c'est fixe. Ouais, entre 4 et 6 tours. Tu le sais au début du tour, tout le monde a le même nombre de tours, ok, on le sait que notre game, ça va être 5 manches, on s'arrange pour essayer de faire le meilleur engine en 5 manches, puis faire le plus de points. Mais les jeux qui ont des déclencheurs, souvent, je trouve que ça avantage certaines stratégies par rapport à d'autres, parce que si j'ai un engin qui serait bon sur 12 tours, mais que la game en dure 8, ben, tu sais, c'est comme... Ben, mon engin n'a pas le temps d'éclore à la fin parce que la game a duré 8 tours et non 12. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, je trouve que ça donne un sentiment que t'as pas accompli quelque chose ou que t'as pas eu le temps d'accomplir ce que tu voulais faire, puis tu restes avec un petit goût amer parce que justement l'autre avait un engin plus rapide, puis qui a déclenché à la fin de la game rapidement, puis la game est finie, puis t'as pas eu le temps de déclencher les combos que tu t'en allais faire dans 2 tours parce que ton engin était fait plus lent. Fait que dans certains jeux, je trouve que ça nous laisse un goût amer. C'est un peu le cas de Ark Nova, en fait. Là. Okay. Dernièrement, un jeu qui a fait pas mal de buzz. Puis c'est un peu ça dans Ark Nova. C'est une espèce de course à faire croiser tes 2 marqueurs qui vont sur des pistes opposées. Puis ce genre de scoring-là, c'est justement ça. Là, si les marqueurs sont pas proches un de l'autre, puis qu'un joueur réussit à déclencher à la fin de la partie, ben, il va gagner fort probablement. Là. Fait que je trouve que c'est difficile pour ce genre de jeu-là. Puis pour des gros jeux qui sont longs puis qu'on est investi dedans, je trouve des fois ça fait des fins en queue de poisson, des déclencheurs de fin de partie. Je te dirais que là-dessus, je dirais que ça va dépendre des jeux pour moi. Il y a des jeux que j'aime le fait que le temps soit fixe. Il y a des jeux que ça me tombe un peu ses nerfs parce que j'ai pas l'impression d'avoir eu le temps de faire de quoi. Il y a Tekenu, duquel je me fatigue un peu parce que t'as tellement peu d'action dans ce jeu-là que tout le temps l'impression d'avoir une game inaccomplie. T'sais. Il y a d'autres jeux que les fins arrivent de façon subite. T'sais, Origin, je me suis fait couper l'herbe sous le pied en fin de tour avec quelqu'un qui a mis fin à la partie un petit peu plus rapidement que ce que je m'y attendais. Il y a d'autres jeux que j'adore ça, Vindication. Ouais. Non seulement les conditions c'est des conditions de fin de victoire qui sont atteignables par des joueurs, mais t'en as des nouvelles qui se rajoutent pendant la partie. C'est quelque chose que j'aime super gros. Moi, ça dépend des jeux. C'est pas quelque chose que je vais aimer ou que j'aimerais pas. Je vais trouver que dans certains jeux, ça fit super bien, puis dans d'autres, pas pour tout. C'est ça. Avec le temps, on dirait que j'ai réalisé que j'aimais mieux quand c'était fixe que quand on le sait pas puis qu'on va l'apprendre pendant la game. Ouais. Je comprends. Moi, dans mon cas, là, on est rendu au numéro 8. C'est une affaire. Lui, encore une fois, il est assez haut parce qu'on dirait que j'en ai moins récemment qui ont fait ça. Mais de l'information cachée inutilement dans des jeux coop. Okay. Ça me gosse. Un jeu comme par exemple Pandémie, que la vraie règle, la première édition, cartes, la première édition. Là, on n'est pas censé se dire nos cartes. Ça a changé dans la deuxième édition? Ouais, à Star, c'est à jeu ouvert. À jeu ouvert, tu sais, des jeux comme dans le temps, les Chevaliers de la Table Ronde, ou, tu sais, le genre de jeu où, tu sais, à la limite, Gloomhaven va faire ça. Oui. Ou, tu sais, récemment, où, tu joues-tu vite? Ben,
Oui, mais quand même assez vite, mais je peux pas te dire que je joue à 12, mais je joue rapidement. Puis quand tu joues avec quelqu'un qui connaît le jeu, Gloomhaven, si t'as l'assassin, puis Ouais, ils sont pas vite, tu sais qu'elle va l'assassin, jouer à mais comment il 4. s'appelle dans le Scoundrel, je Ouais, pense c'est qu'il ça. l'appelle. Le Scoundrel, puis l'autre, il y a l'espèce de machine, là, le Spellweaver, qui est lent. Mettons, ton rapide à toi, c'est pas du tout le même le rapide que moi. Fait que je sais bien que si tu dis que tu vas jouer vite, ça veut dire que tu joues ta carte qui est à 12, ou à 11, ou à 9, ou à 5. Là. Alors que ça brise comme l'esprit de coopération qui est censé avoir dans ce genre de jeu-là. Dans les Chevaliers de la Table Ronde, le nombre de fois que non, on va pas là, je peux le commencer, mais je peux pas le poursuivre. Mais si je le commence, puis toi tu le poursuis, après je vais pouvoir continuer. OK, fait que t'as le 1 puis le 3, finalement tu veux jamais mettre le 2, c'est ça? Ouais, puis Fait, souvent, ces règles-là sont floues, là. ouais, c'est ça, c'est pas clair qu'est-ce que t'as le droit de dire. Il va y avoir des affaires. On a joué un jeu récemment que je n'aimerais pas parce qu'il n'est pas encore sorti, que dans le livre de règles. Il dit des affaires de genre, tu as le droit de poser des questions, mais il faut pas que tu dises qu'est-ce que tu as dans tes mains, mais tu peux t'informer sur qu'est-ce que l'autre voudrait avoir. Je suis comme, OK, j'ai pas le droit de te dire que j'ai une armure, mais si tu me dis que tu veux une armure, je peux te donner. Ouais, c'est Fait ça, que tu sais, au final. cette espèce de fausse, cette espèce de faux aspect secret-là que je trouve qui est inutile la plupart du temps dans ce genre de jeu-là. Pas tout à fait l'enfer, dans un semi-co-op, par exemple, comme Avec un traître, Battlestar, ouais. c'est correct. J'avais la table ronde, je vais comprendre un petit peu plus quand le traître il est là, mais je trouve que la mécanique marche pas super bien avec le traître, anyway. Fait que c'est ça, les jeux coop, qu'il faut pas se dire. Puis là, je vais exclure les jeux coop, que c'est ça le but, de trouver ce que l'autre a dans ses Comme mains. un Un jeu habit. comme The Mind, Anabi, ou l'autre jeu que Bomb Squad, là, je pense que tu regardes tes mains, Ah un peu ouais. comme Anabi, là, que tu gardes tes mains à face cachée, ou des jeux comme Mysterium. Et c'est ça l'idée, là, de Ouais, faut comprendre qu'il y c'est ait de quoi la que l'autre déduction a dans le dans jeu les et mains. non pas une genre de paresse pour essayer d'enlever le joueur alpha, mettons. Ouais, c'est ça. C'est un genre de. On sait pas trop comment gérer le joueur alpha, fait que vous avez pas le droit de parler. Bon. Fait Ouais, que c'est ça, ça. c'est quelque chose qui m'irrite dans les jeux de société. Puis je l'ai mis, tu sais, si on avait fait cette liste-là il y a 5 ans, il y aurait probablement été 4-5e, mais on dirait que c'est une tendance qui s'est atténuée, ou en tout cas qu'il y en a moins récemment. Là, tu sais, Gloomhaven, il y en a quelques-uns qui l'ont fait pareil. Mais Ouais. voilà. Fait que les informations cachées dans des jeux, informations cachées inutilement dans des jeux Ouais. coop. Moi, dernièrement, j'ai joué au projet pas mal. Tu sais, toi aussi, t'as joué un peu. Ouais. Puis dans celui-là, tu sais, au moins, la règle est claire. C'est comme, ben, t'as pas le droit de parler des chiffres de tes cartes. Ouais, Tu tout peux, simplement. le reste, c'est open. Tu peux juste pas nommer les chiffres. Fait que, tu sais, en même temps, tu sais, ah, j'ai une carte très, très, très haute. Tu sais, maintenant, c'est ça. Versus une carte très haute, versus une carte faible. Ouais. Tu sais, tu peux comme un peu détourner ces affaires-là. Fait que, Ouais, parce qu'il y a un jeu aussi comme 50 missions qui va le faire relativement bien, parce que tu as le droit de dire touche pas à ce paquet-là, touche pas à ce paquet-là, puis c'est à peu près ça. Là. Tu sais, ouais. touche pas à ça là, je m'en occupe. Là. Fait que Ouais. ça, c'est correct, parce que ça ralentit pas le jeu, tu te demandes pas qu'est-ce que tu as à dire. Fait que tu sais, ça s'accompagnerait peut-être qu'en plus, quand il y a des règles floues qui viennent avec ça, parce qu'on dirait que tu savais pas trop comment te gérer toi-même. Ouais. Fait que c'est ça, c'est mon numéro 8. Parfait. Mon numéro 7, lui, s'applique aux jeux campagne. OK. C'est les jeux campagne que quand tu perds un scénario, faut que tu le refasses. OK. J'aime mieux un jeu campagne que tu perds ou tu gagnes le scénario. C'est pas que c'est pas grave, mais c'est que ça m'a envoyé l'histoire dans deux branches différentes. Ouais. Tu sais, je sais pas, faut qu'on aille délivrer quelqu'un en prison. Ben, on réussit, on délivre cette personne-là, on gagne le personnage, puis on s'en va à la prochaine mission. Si on l'échoue, ben, on se fait capturer, puis la prochaine mission, ben, c'est nous autres qui est en prison. Tu sais, je trouve que c'est anticlimatique pour la narration du jeu, parce que c'est souvent des jeux narratifs là, qui vont avoir ça. D'avoir à recommencer, puis je pense à Gloomhaven, qui le faisait aussi. Puis tu sais, déjà à Gloomhaven, tu sais que tu joues 80 scénarios. Fait que tu sais, si t'en perds 20 dans les 80, il faut que j'en recommence au moins 20 autres. Puis là, 20, je te dis quelque chose d'assez conservateur. Là. Tu pourrais perdre 50% de tes missions au final. Ouais, surtout au début. Là. C'est ça. Puis, tu sais, Gloomhaven, c'est tellement le genre de jeu que des fois, on est arrivé à la fin d'une game, là, c'est comme. Il reste un monstre, puis c'est bol, il nous reste une carte. Faut que je le tue avec ma dernière carte, puis sinon on perd la mission parce que le but c'est de tuer tous les monstres. Puis on joue la carte, on pogne le miss. Bon, ben, on n'a pas tué le monstre, fait qu'on perd la game. Non, on l'a réussi. On s'en va Ouais. au prochain scénario, là. Ouais. C'est ça, fait que c'est ça, j'aimais beaucoup dans Imperial Assault, justement, parce que Imperial Assault, qui est un tous contre un quand même, mais
sais, le fait que si les rebelles gagnent ou si l'Empire gagne, mais ça change vers quel scénario on s'en va. Puis ça va changer les récompenses aussi. Fait que si l'Empire a gagné un scénario, ben, il gagne une expérience de plus. Fait que là, il va pouvoir se booster. Fait que les rebelles ont le moins de récompenses s'ils ont perdu. Si ont gagné, c'est le contraire. Fait que je trouve que c'est beaucoup plus climatique comme ça avec la narration. De faire des branches d'arbres à scénario selon si on a gagné, si on a perdu, pour continuer à avancer dans un jeu campagne qui s'ajuste à ça. Ouais, je suis d'accord. Je suis partiellement d'accord, je te dirais peut-être. Dans le fond, moi, c'est que ça me dérange pas tant. On dirait que vu que je suis quelqu'un qui a écrit dans sa vie, je comprends toute la charge de travail supplémentaire que ça, si tu fais toujours une deuxième patte à toute l'émission, ça peut être quelque chose d'intense. Il va falloir toujours que tu ramènes ton histoire pour qu'elle revienne dans le cadre narratif que toi, tu as pensé pour ta campagne. Fait que je trouve ça le fun quand ils le font. Ça me dérange pas quand ils le font pas. Puis souvent, tu vas le voir dans des campagnes justement qui sont un peu plus courtes, là, de 7, 8, 10, 12, 15 games. Une campagne de 80 games, ça a été quelque chose. Puis quoi que dans Gloomhaven, il y a beaucoup de side quests. Il aurait pu dire la campagne principale, il y a différentes branches, puis les side quests, tu l'as raté, il est fini. Ouais, c'est ça. Dans mon numéro 7, dans mon cas, moi, c'est les jeux avec application. Okay. Quand l'application marche pas, marche mal ou est pas prête. Ouais, on a un exemple récemment. Hein? Fait que, tu sais, dans les exemples de pas prête, c'est super le fun de recevoir ton My Father's Work par la poste, t'as hâte, tout ça, t'installes ça, tu vas télécharger l'application. Pas d'application. OK, mais c'est parce que le jeu se joue avec une application. Je peux pas jouer pas d'application. Fait que ça c'est fatigant. Puis je comprends que. Je comprends pourquoi ça se passe. On n'est pas encore prêt, le jeu était prêt, on n'est pas pour garder le jeu dans les entrepôts le temps que l'application arrive. On l'envoie dans les boutiques. Okay. Mais tu sais, je vais mettre dans mon bain méritant les jeux que l'application ne marche pas tout à fait. T'sais, elle marche à 80%, 85%. Ou tu sais, un Rising 5 que tu gosses avec ton sel pour essayer de prendre la photo, puis ça marche pas, puis tu montes, puis tu descends, puis tu fais là, t'en vas en bas, puis tu rentres tes icônes. Mais tu perds le temps, un 35 secondes, puis le bout qui est censé être immersif ne l'est plus. Parce que ça marche pas. Je vais nommer Erun dans la même catégorie, que tu as des expériences qui marchent super bien, puis tu as d'autres games que tu as le goût de prendre ta tablette puis de faire un jet de frisbee par la fenêtre. Parce que la reconnaissance vocale. Parce que c'est un jeu que l'application demande la reconnaissance vocale. C'est un jeu qui est designé en Europe, fait qu'il n'y a pas le même accent que nous. Puis en tout cas, dans mon cas à moi, j'ai visiblement un accent québécois extrêmement prononcé, apparemment, parce que l'application ne comprend pas un mot sur deux de ce que je lui dis. Puis il y a des journées que ça va super bien, qu'elle comprend tout ce que je dis, puis là, parfait, c'est le fun. Puis là, Erun ouvre la porte avec la barbare, elle ouvre la porte, là, ça me dit qu'est-ce qu'il y a, c'est cool. Hein? Puis là, il y a d'autres games que Erun ouvre la porte avec la barbare, je comprends pas, ouvre la porte, là, tu le répètes 4-5 fois, Benjamin il passe en riant de moi parce qu'il m'entend m'obstiner avec mon application. Fait que ce genre d'expérience-là, puis après, quand ça arrive 2, 3, 4 fois, on dirait que c'est quand même par vague. Là, dans le cas des runes, il y a des games des parties que je le vis pas du tout, puis il y a des parties que ça arrive à chaque fois que je parle. Fait que ces applications-là qui sont inégales, on va dire, ou qui sont pas prêtes, que tu as un bout, tu vas ouvrir l'application Sword and Sorcery, c'est arrivé quand ils avaient fait leur companion app pour la première campagne, il y a des affaires qui marchent, il y en a d'autres qui marchent pas, Zombicide, même chose la première fois qu'ils ont fait leur application, au début, l'équipement n'était pas tout là, puis ils ont fait un gros fracas, là, pour dire, on a fait l'application, tu peux rentrer tes bonhommes, ça marchait à moitié, fait que des applications pas prêtes, pas fonctionnelles, pas 100% efficaces. C'est quelque chose qui va mériter beaucoup dans le jeu de société. Surtout quand l'application est nécessaire pour jouer au jeu. Ouais, quand c'est un compagnon app, quand elle ne l'est pas. C'est moins pire. Mais il y a certains jeux comme dans le cas des runes et de My Father's Work est nécessaire. Fait que c'est fatigant qu'elle ne marche pas, soit pas du tout, soit pas bien. Ouais, au moins l'avantage, c'est que ça peut faire des mises à jour pour les réparer. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que c'était le dernier de mes compos, de mes irritants plus minimes, mettons, mais après on va tomber des affaires qui me font vraiment pas rien. Ok, parfait. Mon numéro 6, c'est les jeux dont les boîtes sont trop petites et que les extensions rentrent pas. Ouais. Ça, c'est J'y ai pensé celle-là. Ouais, pis tu sais, j'aime beaucoup les jeux de Garfield Game, là, Shem Phillips, pis tout, avec la petite boîte carrée, tu sais, c'est cute. Ça prend pas grand place dans ta calaxe. La boîte carrée est remplie, là, tu sais, si je pense à Paladin des Royaumes de l'Ouest ou Vicomte des Royaumes de l'Ouest, tu sais, la boîte est vraiment pleine, là, t'es comme, on sort 2 extensions. C'est comme, dude, là, come on.
Ah ben on va sortir une big box. Ah ben oui, faut que je l'achète. Ben oui. Tu sais, c'est Ouais. comme. Tu le sais que tu vas faire 2 extensions. Lâche-la à la boîte carrée, là, pour vrai. Là. Fais-moi la grosse boîte en partant, là, tu sais. Fais-moi une boîte plus grosse. Ouais, il y a des compagnies qui y pensent, il y a de la place déjà dans la boîte de base ou Ouais. la boîte est trop grosse pour rien, mais tout le moins tout rentre dedans au fur et à mesure que tu rentres quand tu stock. FFG, ils ont Sherlock contre eux autres, mais il y a de la place dans leur boîte. Ouais, sauf celle de Marvel Champion, mais ça, c'est un autre débat. Ben, il y avait de la place dans la boîte, là, l'insert était mal fait. Là, c'est juste rendu Ouais. à tellement Ouais, d'extensions. c'est ça. Là. Eux autres, ça leur prendrait une big box, là, mais. C'est ça, tu sais, Éventuellement. les jeux standards, l'éditeur sait que. Ok, si mon jeu pogne, on va peut-être sortir 1 ou 2 extensions. Tu sais, ils le savent, là. Ils sont pas fous, là. Fait que, tu sais, d'essayer de planifier, de se laisser un peu d'espace, puis pas trop rentrer ça flush dans ton jeu de base pour te laisser justement la chance, puis laisser la chance aux gens de ranger ça, parce que, honnêtement, il y a personne là, qui garde ses boîtes d'extension. Là. Ça prend bien trop de place, là. T'sais, on va Ouais. fusionner l'extension avec la boîte de base, là, parce que on a plus de place chez nous et nous. Fait que, Ouais. c'est ça. Fait que pensez à faire des boîtes qui vont inclure de la place pour votre extension ou même de la place pour les cartes slivées. Il y a beaucoup de monde qui aime ça, sliver des cartes. Ouais. Souvent, tu rentres les Ça jeux aussi, dans j'y avais pensé. l'insert. Les cartes rentrent pas dans l'insert s'ils sont slivés. C'est un peu plate. Ouais, puis ils n'ont pas pensé des fois à la hauteur Ouais, du l'épaisseur que ça paquet, fait. là, l'épaisseur, parce que les cartes civiles sont plus épaisses. Très bon choix. J'y avais songé, celle-là. Numéro 6, moi je vais y aller avec ce que je vais appeler des composantes qui sont instables. Ok. Je vais penser, le premier exemple qui m'est venu, c'est des games défaites de Eclipse première édition, où tu as comme des pistes avec plein de cubes, mais qu'il n'y a rien pour les soutenir. Fait que tu t'étires le bras pour prendre une composante sur le plateau, ton coude accroche ton plateau personnel, tes cubes partent dans tous les sens. Puis là, tu sais pas trop comment t'es à placer, tu essaies de replacer ça du mieux que tu peux. Les espèces de menhirs dans Monster on Oh Boards god. qui arrêtent pas de tomber de la piste, d'une espèce de piste de summoning. Puis c'est important, t'es rendu où, parce qu'il faut que tu paies des actions pour pouvoir avancer sur cette piste-là, puis tu gagnes différents bonus. Là, t'es accroches tout le temps, je les accroche pas 10 fois dans la partie qu'on a joué quand j'avais joué avec toi et Alexandre. Puis là, je replace. Il me semble que ce bonus-là, je l'avais pas encore pris. Celui-là, je suis pas mal sûr que oui, mais je te dis à 2 ou à 3 cases, à pogner le prochain bonus. Je suis pas trop sûr. Tu replaces ça. C'est sûr que j'ai fait des erreurs en les replaçant. On a donc entendu parler de la boîte de base de Terraforming Mars, Ouais. avec toutes tes espèces de différentes ressources, tes différents engins qui se bâtissent pour produire tes différentes ressources. T'accroches ça, t'as plus aucune idée de quoi, combien, t'en produis combien par tour, etc. Tu comptes tes affaires. Tu peux toujours reproduire ton engin, mais pas j'en ai combien présentement de chacune des ressources. C'est vraiment, vraiment fatigant. C'est quelque chose qui mérite énormément, même à la limite, même quand c'est mineur. Tu sais, je me rappelle dans Role Player Adventure, sur l'espèce de plateau général, tu as les Ouais. 3 pistes La réputation. d'allégeance, là, si tu veux. Puis, tu sais, oui, t'es marques avec un crayon entre les parties, mais pendant la partie, c'est juste un petit cube. Puis, le nombre de fois, je suis arrivé pour mettre une carte sur la pile de. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, une espèce de pile de cartes tu mets dans le milieu. Là. Puis là, j'accroche le plateau en même temps. Puis là, j'étais à 6 ou à 7 ou à 8 d'allégeance avec les monstres. Je pense que j'étais à 7. Puis les marqueurs de points de victoire autour des plateaux que tu accroches, puis ça part dans tous les sens. T'sais. Fait que Alex, dans un des jeux qu'on a joué récemment, il l'a dit, ça devrait quasiment être rendu obligatoire une piste de points de victoire qui est à double épaisseur, là, à C'est double rare qu'ils le font profondeur, pour pour les être points de sûr que victoire. les cubes bougent pas. Là. Ouais. Puis que tu le saches quand tu les accroches, parce que t'as bien des jeux qui pensent pas dans ce genre de marqueur-là à utilisation de cubes multiples, si je peux me dire ainsi. T'sais. Même un jeu comme Foundation of Rome, ta piste de point de victoire, hey, t'as double profondeur, mais t'as de la place pour un cube. Ouais. Ça Il y en a arrive deux, dans sont un une game par-dessus là. où la population, là, c'est quand on est trop à 5, ce qu'on fait, on les empile tous à la même place. Bref, cette espèce de manquement-là, mais à la base, c'est vraiment des composantes qui ne tiennent pas en place, qui sont instables, soit parce qu'elles sont trop grosses, soit parce qu'elles sont euh, trop petites ou parce qu'il n'y a pas de place pour les fixer avec un plateau à double profondeur. Puis quand tu accroches ça, ça peut te gâcher des parties. Ouais. C'est mon choix numéro 6. Parfait. Mon choix numéro 5, ce sont les jeux qui n'incluent pas d'aide de jeu. Hein? Donc des cartes d'aide de jeu ou une petite feuille d'aide de jeu. Je trouve que c'est tellement un outil pratique pour les joueurs, pour apprendre le jeu, pour avoir une référence rapide. Souvent, si ton aide de jeu il est bon, pour vrai, là, c'est les genres de jeux
que tu n'auras à peu près pas besoin d'aller dans le livret d'instruction dans tes premières parties. Parce que, c'est quoi déjà telle icône? Ah ben là, j'ai l'aide de jeu. C'est telle icône, il fait ça. Parfait. Ouais. Ok, c'est quoi déjà le tour de jeu? Ben, généralement, sur ton aide de jeu, tu as la séquence. Là, phase 1, phase 2, phase 3. Fait que, tu sais, c'est des petits aides de jeu intéressants. C'est des bons outils pour apprendre puis suivre soit la structure du tour de jeu ou l'iconographie d'un jeu pour se familiariser avec ça. Fait que ça empêche d'avoir à se passer le livret d'instructions. Tu sais, ben, je sais plus quelle icône, passe-moi dans le livre. Ok, puis là, ok, ben, toi aussi, t'as un check, je te donne le livre. Fait que, tu sais, c'est moins facile. Puis le livre, il faut que tu cherches dedans. Tu sais, c'est pas tout le temps un genre de glossaire à la fin. C'est pas nécessairement facile à retrouver les affaires. Fait que, tu sais, des bons aides de jeu, pour vrai, ça facilite énormément la vie dans un jeu. Même un jeu que tu connais, tu sais, des fois, justement, ça fait un an que t'as pas joué à un jeu, c'est comme, c'est quoi déjà telle affaire? Ah, c'est vrai, l'aide de jeu, il est bien fait. Je vais avec ça. Fait que, tu sais, ça, c'est très cool, les aides de jeu. Fait que les jeux qui en a aucun, je trouve que c'est un gros manque au niveau de l'édition. OK. Bon choix. J'avais pas pensé à celle-là. C'est un très bon choix. Mon numéro 5, dans mon cas, moi, je vais y aller avec les jeux qui ont des composantes fragiles. Des composantes, des cartes de mauvaise qualité, que les coins se maganent rapidement, puis que tu peux rapidement identifier c'est quoi la carte juste en voyant le dos. Des jeux qui ont des figurines qui cassent en deux, Terminator, que les morceaux te restent dans les mains, puis les standees sont mal fixés, fait qu'ils se brisent au fur et à mesure que tu joues. Des jeux qui ont des composantes qui ont passé un contrôle de qualité ahurissant. Il y a quelqu'un qui a vu ça passer devant lui et qui a fait oui, c'est beau. Tu sais, les premières figurines, par exemple, de la première édition de Projet Elite, que c'était des espèces de blobs de plastique, c'était impossible à reconnaître. Qu'est-ce qui était des jeux, tu sais, je pense à quelques jetons de l'édition retail de Outlive, qui est l'espèce de jeton de marécage. C'est mince, ça plie à rien, c'est tout petit. Tu vois pas ce que ça représente. Des boards qui déchirent des mains. Des boards qui déchirent des mains, le même jeu. Fait que, tu sais, juste des composantes de mauvaise qualité. Puis là, je parle pas au niveau esthétique. Tu sais, je parle pas d'un jeu, par exemple, qu'un joueur va trouver trop beige ou qu'il n'aura pas assez de couleur à son goût. Tu sais, les jeux de Stéphane Veld, il y en a beaucoup qui disent que j'aime pas, mais ça, c'est des choix personnels. Tu sais, un joueur va aimer l'esthétique d'un jeu, l'autre ne l'aimera pas. Tu sais, j'aime beaucoup l'esthétique de Lisboa, c'est pas tout le monde qui aime ça. Mais Lisboa a des composantes de bonne qualité. Je parle vraiment de la qualité là, du matériel qui est utilisé, là, des cartes qui sont trop minces, qui se déchirent, qui se maganent, qui s'abîment, que tu es obligé de se livrer parce qu'elles sont de mauvaise qualité. Je vais rentrer dans le contrôle de qualité, je vais rentrer dans la même catégorie. J'achète un jeu, j'achète l'extension, la bague des cartes n'est pas de la même couleur. C'est des trucs comme ça. Fait que le contrôle de la qualité des composants, je sais, j'ai brasse mes cartes dedans, je le vois bien, ils sont pas pareils. Hein. C'est quoi ça? Elle n'existait plus, cette teinte de verre-là. Dans cet esprit-là, là, moi, tu sais, des fois, tu dépenches des jeux, là, des jetons de carton, tu dépenches, puis là, ils déchirent, genre, quand ils déchirent déjà, tu sais. Je suis comme, c'est quoi cette affaire-là? Je sais qu'il y a bien des aspects qui sont hors du contrôle. C'est l'usine qui fait ça, puis ils sont pas pour imprimer toute une batch de jeux parce qu'il y a un problème au niveau des composantes. Mais tu sais, j'ai déjà reçu des jeux que le punchboard, il a clairement été imprimé un demi-centimètre trop à gauche ou trop à droite. Fait que tous les jetons que tu dépenses sont comme, il y a la moitié de l'image qui est censée être sur le jeton qui reste sur le punchboard, puis ton jeton, il est à moitié vide. Des trucs comme ça. Fait que tu sais, un contrôle de la qualité que je vais dire qui est déficient. Des choses qui sont fragiles, qui se brisent, qui sont de mauvaise qualité, que quand tu utilises, t'as pas le goût d'avoir ça dans les mains, ou ça te pète dans les mains, ou ça te reste dans les mains, ou ça te déchire tout seul. Fait que, c'est ça, composante fragile. Excellent choix. Merci. Mon numéro 4, je vais appeler ça le festival des baggies. Fait que les jeux qui ont pas d'insert, puis qui a genre 20 sacs dans lesquels tu ranges toutes les affaires. Ça m'énerve. Parce que le jeu, il est interminable à mettre en place, puis à serrer quand c'est arrangé de même. Puis c'est des exemples. T'sais, Bitoku, c'est un bon exemple. Il y en a-tu des sacs là-dedans? Les ruines perdues de Narak. T'sais, j'adore ce jeu-là, là, mais pour vrai, là, mes sacs. Je pense que je vais te demander de me faire un insert à un moment donné pour ce jeu-là. C'est tellement irritant que ça peut faire comme j'ai le goût de jouer. Ça me tente pas de défaire mes 20 sacs, puis de sortir ça, puis de ranger ça à la fin. Ça peut être un turn-off pour sortir le jeu. Fait
je pense que les gens, tu sais, oui, les prix des jeux ont monté, là, mais honnêtement, d'inclure un petit insert, tu sais, de base avec des places pour brancher les affaires, puis tout. Tu sais, il y a moyen de faire de quoi de pas si cher que ça, je pense. Je pense Ouais, pas que puis, ça tu sais, augmente le prix tant que ça d'inclure un petit insert, là. ouais, je suis d'accord. Très d'accord. Fait que c'est ça, on n'en veut plus des festivals du baggies. Faites des inserts, même s'ils sont de base, ça va aider beaucoup à ranger le stock. Ça va aider à le sortir, à le mettre en place, à le serrer. C'est des choses que les joueurs vont aimer, puis ça va faire que vos jeux vont sortir un peu plus. Puis que le monde va en parler aussi. Tu sais, les Days of Wonder, là, ils font des inserts depuis genre 2000, je sais pas quoi, depuis le début ou presque. C'est une des premières compagnies à faire des inserts. Fait que tu sais, c'est pas quelque chose de récent. Fait que je trouve que c'est un gros manque pour ceux qui ont pas encore ça. Là. Fait que, ouais, les festivals du baggies, là, on n'en veut plus. On est de retour après une panne d'électricité. On est donc le lendemain. C'est pour ça qu'on n'a plus le même linge. Puis qu'on va terminer notre vidéo des irritants dans les jeux de société. Bon, je viens de finir mon top 4, donc je te lance la balle. Donc, ça, là, on est rendu au numéro 4, là, parce il manquait de courant dans littéralement juste 80 maisons autour de moi. On s'excuse. Donc, on est rendu au numéro 4, les irritants dans les jeux de société. Moi, ce que j'ai écrit comme numéro 4, c'est ce que je vais parler de l'ergonomie de façon générale du jeu. La façon dont le plateau y est pensé, dont les composantes sont pensées. Il y a beaucoup de jeux de luxe, surtout des versions de luxe, qui vont vouloir te mettre des belles choses, des grosses choses, des choses pour faire un effet wow sur le plateau, mais ils oublient de penser au côté utilitaire du plateau. Fait que des composantes ou des pièces ou des morceaux de plateau, des zones qui sont pas bien pensées. Des exemples que je vais te donner. Mettons dans le jeu Death May Die. La plus grosse critique que je vais faire, c'est que des fois, tu places 14 monstres sur une case grosse de même. Je sais pas si as-tu déjà joué à Death May Die? Oui. Ouais. Tu sais, fait que les cases sont pas très grandes dans Death May Die. L'idée étant que tout rentre dans la boîte de base. Puis souvent, tu vas placer des énormes monstres, tu vas placer plein de monstres, puis ça rentre pas. Puis là, tu as un gros tas qui est sur le côté. Fais-moi des cases un peu plus grosses. Là. Tu l'as fait pour Zombicide, tu l'as fait pour d'autres jeux, il n'y a pas de place pour mettre ça. Des jeux comme Tank Garden. Tank Garden, il est super beau à la fin de jeu, mais puis lui, ça a été un facteur assez dérangeant pour que je finisse par m'en départir du jeu. Parce que, oui, je vais placer des landscapes, là, des espèces de paysages autour du plateau. Je vais aller placer des ponts, des lacs, des tuiles. Puis sur les. C'est un jeu de placement de tuiles, mais sur les tuiles, on va placer des constructions, si on veut, des jetons, etc. On va placer nos figurines, des gens qu'on engage, que selon l'angle que tu le places. Puis à cause de tes tuiles de paysage devant toi, tu ne vois pas. Ou tu vas mettre un personnage à l'intérieur d'une petite maison qui est sur le plateau. Puis là, après 2 tours de jeu, on a tout oublié, il y avait un personnage dans cette maison-là. Puis on s'en rappelle juste à la fin de la partie parce qu'on ne le voit pas. Fait que les composantes ne sont pas pratiques. Elles nuisent à l'expérience de jeu. Dans une mesure un petit peu plus légère, le jeu qu'on a joué récemment ensemble, Monsters on Board, Ouais. ben, j'ai mes figurines sont super cute, les figurines, mais j'ai le zombie qui a les bras tout allongés, l'espèce de pieuvre qui prend énormément de place. Puis c'est un espace qui est mal pensé. Fait que ça s'accroche dedans, on voit mal ce qui est. Puis tu sais, le plateau de Monster on Board, ça, je pourrais le rentrer un peu dans la catégorie, il est extrêmement chargé d'iconographie, puis ça prend un temps avant de suivre, de bien saisir comment il fonctionne, c'est sûr. Fait que cette espèce de manquement-là, si je puis m'exprimer, de dire on a pensé à quelque chose qui est beau, mais on n'a pas pensé à quelque chose qui est pratique. Je trouve ça Ouais. irritant. Moi, j'aime mieux des fois quand ils prennent un petit step down dans les composantes pour dire on va commencer par s'assurer que c'est pratique, puis après on va améliorer à partir de ça. Puis il y a des jeux qui le font super bien, qui mettent des super belles composantes et qui sont super pratiques, mais il y a des jeux qui mettent super beau, mais que c'est pas du tout pratique. Tu sais, je me rappelle le Rise to Nobility, la version de luxe. Les dés, il avait mis une espèce de rune sur les 4 coins des dés. C'était tellement chargé, le dé, que ça en est difficile de lire le dé. Ouais, Fait que cet aspect-là, un aspect de composante mal réfléchi au niveau de son aspect pratique dans la partie, pour moi, c'est quelque chose qui mérite beaucoup. Ouais, puis comme tu dis, ça arrive souvent dans les versions de luxifiées.
Parce qu'ils veulent des C'est plus ça. belles composantes ou des figurines en plastique ou des trucs comme ça, alors qu'il n'y en avait pas de prévu, puis finalement, Ouais. l'ergonomie fait que Puis, c'est pas à coche, là. puis on a souvent l'impression que les auteurs du jeu, ils n'ont pas joué là, avec les composantes de luxe pour faire comme ouais, non, ça marche pas là, votre affaire. Mais si c'est pas pratique, c'est pas pratique, c'est pas pratique. Fait que, voilà. Moi, Fait que c'était mon numéro. Oui, vas-y, vas-y. j'ai l'impression que c'est plus des décisions d'éditeur. Fait que comme tu dis ça, Ouais. l'auteur lui a fait ses tests avec ses protos, ses affaires. Souvent, il y avait des trucs plus basiques. Fait que il Ouais. fera pas ses playtests avec des composantes de luxe, là. Tout à fait, tout à fait. Fait que, puis on l'a même vu avec notre ami Maxime, avec qui on avait jasé de Earth, que lui-même, il n'y avait pas de version finale du jeu Ouais, c'est ça. chez eux pour jouer avec, là. Fait que c'est ça, les composantes qui sont, tu sais, qui sont belles, qui sont cute, qui sont efficaces, qui font quelque chose de beau, mais qui sont mal pensées au niveau de l'aspect pratique du jeu pendant que tu joues. Ok, bon choix. Mon numéro 3, c'est quelque chose qui mérite aussi, évidemment. C'est de perdre des points de victoire. Donc, des OK. jeux où si tu fais pas telle affaire, tu vas perdre 10 points. Ou si tu fais pas telle chose, tu vas perdre des points. Donc, de perdre les points qu'on a gagnés. OK. Euh, je trouve puis dans certains jeux, ça devient vraiment un aspect très punitif. C'est comme si le jeu t'attaquait ou te force à faire quelque chose. Ou les jeux, si tu nourris pas ton monde, tu perds tant de points par personne que t'as pas nourri. Ou des Ouais, trucs ouais, de ouais, je même. comprends. Je trouve que c'est des incitatifs qui te forcent. Ça me force à prendre deux, trois de mes actions pour aller chercher l'affaire qui va m'empêcher d'avoir la pénalité. Je trouve ça plate Ouais. dans ma stratégie d'avoir à donner une partie de mes actions ou de mon temps ou de mes ressources pour pouvoir éviter une pénalité de points au lieu de juste continuer à faire ma stratégie qui va continuer à faire des points. Ouais. Ouais, mettons pour caricaturer, c'est comme dire, au lieu de me donner 5 actions par tour, mais je suis obligé d'en prendre une que je vais aller chercher 3 nourritures, ça me prend, donne-moi en don juste 4, puis laisse faire la nourriture, là. C'est ça. Rendu là. Je trouve que c'est quelque chose qui tourne un peu en rond. Ouais. Puis qui est pas le fun pour la stratégie élaborée dans un jeu. Des fois, oui, c'est peut-être mieux intégré ou c'est peut-être moins punitif, mais le concept général de perdre des points, c'est quelque chose que j'aime moins, que je suis moins attiré dans les jeux. Parce que justement, ça te force trop à aller faire quelque chose parce que c'est trop pénalisant, mais si je le fais pas, je perds 10 points. C'est sûr que j'aurais pu le lead après Puis, ou des trucs comme ça, là. je vais me permettre de te challenger un petit peu. Est-ce que tu vas aimer ou tu rentres dans la même catégorie les jeux où que de façon volontaire, tu peux, tu sais, je pense à On Mars ou à Great Western Trail, où je peux aller chercher une carte d'objectif que je vais rajouter dans ma zone de jeu. Mais cette carte d'objectif-là, si je réussis pas à l'accomplir avant la fin de la partie, je vais avoir une pénalité de points. Ça, un peu moins, parce que c'est toi qui as C'est décidé toi qui as d'aller la décidé. chercher. Alors qu'un jeu, comme, mettons, je sais pas, Lorenzo Il Magnifico, que tu vas avoir, si t'avances pas sur la track, si t'avances pas assez loin après tant de rounds sur telle track, ben là, tu veux une espèce de grosse pénalité que tu vas avoir pour le reste de la game. Fait que, tu sais, des trucs de même, je suis comme, je suis comme, faut que je prenne mes actions pour pas vouloir cette pénalité-là, puis, fait que, tu sais, Ouais. c'est ça, ça me rebute un peu, là. Je comprends. Je suis d'accord. C'est pas un mauvais choix. J'avais pas pensé ça non plus. Donc, mon troisième choix. Mon troisième choix, c'est une espèce de catégorie un peu fourre-tout. J'ai 2 exemples précis pour l'expliquer. C'est quand un jeu va rajouter ce que je vais appeler une mécanique artificielle pour justifier un certain aspect du jeu. Ce que je veux dire par là, ça va être un exemple, par exemple, que je peux donner, c'est par exemple, dans Dead of Winter. Dans Dead of Winter, c'est un jeu qui est semi-coopératif. Puis, pour s'assurer qu'il y ait un climat de suspicion, les joueurs vont se faire donner des objectifs personnels ou qui vont faire qu'ils vont avoir à cacher des ressources aux autres joueurs, alors qu'on est censé après collaborer puis fournir un certain nombre d'essence ou de nourriture ou etc. à la fin du tour de jeu selon la crise en cours. C'est un genre de mécanique que je trouve très, très artificiel parce qu'on veut tout simplement justifier le fait que les joueurs ne se fassent pas confiance entre eux. Fait que là, tu vas jouer, puis ouais, mais là, pourquoi tu donnes pas ton essence? Fait 4 tours de ta station de gaz, on sait que tu en as de l'essence. Ah ben non, mais je peux pas, là, parce que mon objectif Ah personnel oui, fait que je peux pas le tu donner. peux pas en parler en plus de ton Parce que objectif tu peux pas en personnel. parler, fait que ça revient un peu à une affaire que j'avais dit en plus, sur les communications, les informations secrètes d'un jeu coop, même si Dead of Winter, c'est pas tout à fait coop. Fait que ça, c'est quelque chose que plus j'ai joué à Dead of Winter, plus je me suis tanné de cette règle-là, parce que là, enlève-moi ça de là, trouve une vraie façon de
créer un climat de suspicion, soit par la négociation, ou par d'autres règles plus précises que cette espèce d'affaire-là de ben non, moi j'ai pigé une carte au début de la partie qui dit qu'il faut que je finisse avec 8 de centre. Fait que j'ai garde quand j'ai pige, je les donne pas. Point. Puis ça a brisé le jeu quand j'ai vu plusieurs fois dans plusieurs parties des joueurs faire ben, regarde, mon objectif personnel, je m'en fous, là, on va juste jouer, puis on va essayer de gagner tout le monde ensemble. Bon, OK. Fait que quand ton jeu peut se briser si facilement que ça, je trouve que là, ta mécanique, c'est qu'elle est artificielle. Tu l'as mis juste pour justifier le prix du jeu, ou en tout cas le concept du jeu. Puis mon deuxième exemple, dont j'ai parlé en abondance dans un dernier podcast, c'est Tainted Realm, où si tu enlèves le je me déplace là, je prends 3 bouffes, je me déplace là, je prends 2 magies, je reviens où j'étais, je paye le meneur, là, je monte de 2 cases, je me déplace là, je prends 3 bouffes, là, 2 magies, je reviens, je paye le meneur, je monte de 2 cases. Si tu enlèves cet aspect-là, c'est un jeu dont vous êtes Lego d'un après-midi. Jusque pour te justifier les mini, les 8 boîtes, le système d'expérience, etc., ben là, on devait un gros système de tourne en rond, de ramasser 1 milliard de ressources pour payer l'espèce d'activation des meneurs, l'espèce de grind, si je peux me permettre. Je ne sais pas exactement comment ça va se dire en français, ce terme-là. Mais l'espèce de grind qui est obligatoire dans Tainted Grail pour passer à travers, alors que c'est censé être un jeu d'exploration, à limite exploration et combat, mais t'en fais pas tant que ça, parce que t'es tout le temps en train de ramasser des ressources, puis ramasser des ressources, puis ramasser des ressources. Ça, c'est une mécanique qui a été rajoutée, j'ai l'impression, sur le jeu, ou qui a été pensée pour justifier une campagne, quand ils disent que c'est une campagne de 70 heures avec 5 heures d'exploration. Ouais, 5 heures de combat puis 50 heures de grind. Fait que ça te tente dessus comme expérience. Ouais. Fait que je trouve que c'est mal vendre le jeu, mal l'expliquer. Je vois pas. Il y en a qui trippent sur le jeu puis c'est bien correct, mais dans les groupes de joueurs avec lesquels j'ai joué, on a tous fini par être déçus de faire quand. C'est pas ça la proposition que tu me fais. Quand j'ai ouvert la boîte, c'était censé être un jeu d'exploration, j'explore quasiment pas. Fait que c'est ces espèces de fausses mécaniques-là qu'on rajoute une couche, quelque chose. Il y a certains jeux que ça va être la mécanique de rattrapage. Quand il y a un joueur qui est en retard dans les points, on veut tellement être sûr qu'il puisse s'en remettre, qu'il y a quelque chose de complètement débalancé. Je vais penser par exemple à Hank, qui est une mécanique que j'aime pas. Là, on veut tellement être sûr que la personne qui reste en arrière reste pas en arrière, qu'on la fait merger avec quelqu'un d'autre, puis ça peut faire des fins de partie qui sont chaotiques, étranges, selon les cas. Fait que ces espèces de mécaniques-là qui sont rajoutées pour justifier un aspect du jeu, pour justifier une twist. Ouais, pour justifier une twist dans le jeu, que parfois j'ai l'impression, fait juste m'enlever ça, puis ton jeu va juste être meilleur. Fait que c'est ça. Fait que moi, je vais appeler ça les mécaniques artificielles. Ouais, je comprends. C'est un bon principe. Puis c'est vrai que des fois trop, c'est pas mieux. Ouais, c'est ça. T'es pas obligé d'avoir 12 mécaniques dans ton jeu parce que tu veux que ton jeu dise nous autres, on fait toutes les mécaniques dans notre jeu en faisant nous deux, concentre-toi sur celle que tu fais, que tu le fais bien. Puis dans tous les exemples que j'ai donnés, Dead of Winter, le système de prise d'action, il est vraiment, vraiment hot. Tainted Grail, le système d'exploration, il est super. Fait que c'est des Hank, le système de la façon dont tu vas développer ton emploi, il est super aussi. Fait que c'est tous des jeux qui ont des belles affaires. Puis j'ai de moins en moins le goût de jouer à cause de ces problèmes. Mm-hmm. Ouais, je comprends. Numéro 2. Mon numéro 2, c'est au niveau d'une composante de jeu. OK. Puis ceux qui me connaissent le savent. Moi, je suis pas capable de coller des collants sur des composantes de bois. Je pensais que ça serait ton numéro 1. J'y ai passé, là. Mais les collants, ouais, quand t'as genre des meepals, il faut que tu mettes des collants dessus, ou des ressources de bois qu'il faut que tu mettes des collants. Ah, j'ai ça pour mourir. J'ai pas une super bonne dextérité en partant. Fait que, tu sais, quand j'essayais de les coller, j'ai collé tout croche. Fait que c'était comme pas super beau au final. Fait qu'à un moment donné, je me suis juste tanné, puis j'ai arrêté de coller des collants. Puis j'ai une petite anecdote par rapport à ça, parce qu'à un moment donné, je m'étais commandé les composantes de luxe pour Yokohama. Quand ils avaient fait la campagne de Yokohama Duel, là, tu peux commander le kit de luxifié pour Yokohama de base. C'est ça que j'avais fait. Puis je l'avais reçu comme 2-3 ans en retard. Là, ça avait été affreux. Puis quand je l'ai reçu, il y a des belles composantes en bois qui remplacent les composantes de carton des ressources de Yokohama. Fait que c'est vraiment très cool. Puis t'as des gros meeples pour le président, des petits meeples pour les petits assistants au lieu que ce soit des cubes. Fait que c'est pas mal plus beau. Puis il y a plein de collants à coller dans Yokohama de luxe. Fait que là, je me suis dit, bon, regarde, je les ai commandés, là, je vais me forcer, je vais essayer de les mettre, les maudits collants, pour une fois. Là. Les collants sont trop grands. Non. Ils ont fait des collants plus grands que les composantes. Fait que là, tu le colles, puis là, le collant te dépasse. Il dépasse de tous les bords, comme tu le rabattes de tous les côtés. Ouais, là, puis c'est comme n'importe quoi.
Puis là, j'étais comme, ben voyons donc. Mais c'est une erreur? Est-ce qu'ils vous en ont envoyé d'autres éventuellement? Hey, je sais pas, pour vrai, là, j'étais comme tellement découragé de ça. Fait que là, je les ai collés, puis là, j'ai comme fait, qu'est-ce que je viens de faire, là? Tu vois que les collants, c'est vraiment de la merde au final. Puis c'est ça, cette année, j'ai reçu de Great Wall, qui a genre 12 000 collants pour tes meeples. J'ai comme fait, non, là, je touche pas à ça, là. Ils vont rester, ils vont Ils vont rester rester en... confortablement assis dans la boîte. Ouais, les collants, les feuilles de collants vont rester là, puis si jamais je me débarrasse du jeu, le prochain propriétaire se gâtera à mettre des collants. Moi, j'abandonne ça, je suis plus capable. J'aime beaucoup ton choix. Je savais qu'il viendrait, puis là, quand on était rendu dans le top 3, je me demandais si finalement c'était comme tellement une affaire précise que tu Ouais. l'avais pas mis dedans ou si c'était le numéro 1. Numéro 1, C'était un d'après des moi, deux. on a un crossover, mais D'après moi, on a un crossover sur le numéro 1 parce que moi, mon numéro 2, t'en as déjà parlé. bon, c'est ça. Moi, dans le fond, c'est les jeux qui n'ont pas de solution de rangement. Maudit que ça m'énerve. Hmm. Puis là, tu sais, parce que dans le fond, on reviendra pas dans le détail, mais un peu comme tu disais tantôt, le jeu que j'ouvre, t'as une espèce de. T'as un sac plié en deux avec 8 ziplocs dedans, puis t'as comme tous tes punchboards, puis t'as un grand espace vide, ou peut-être deux des fois, là, selon les jeux. Ou ce que Fantasy Flight a longtemps fait, là, l'espèce de corridor dans le centre de la boîte, là, avec Ouais, parce que la boîte est aux deux tiers côtés. vide. Ouais, c'est ça. Puis t'es là, je viens d'acheter, je sais pas, Android Netrunner, là, j'ai 2 paquets de 50 cartes à peu près dans la boîte, puis des jetons. Là, comment ça, c'est une boîte grosse de même? Je sais bien qu'il avait prévu des extensions, puis tout ça. Mais tu sais, des jeux comme Gears of War dans le temps, qu'il y a des figurines, ils rentraient plus dedans, fallait que tu lèves les affaires, t'enlevais tout ça, tu sais. Horror Arkham, etc. Il y en a eu plein, de Battlestar Galactica était de même aussi. Fait que tu sais, des jeux que t'ouvres, la première affaire que tu fais, c'est que tu prends l'insert, tu sacs ça au vidange, tu sacs ça au bout de tes bras. Tu sais, récemment, j'ai défait Monster on Board, justement, quand on a joué. Une fois que tu as construit tes 4 petites voitures, t'es là. Tu sais, tu veux que je les mette. Il n'y a pas de place dans ta boîte. Ah oui, c'est ça, j'avais oublié de le Tu sais, mentionner, ça. Tu sais, fait que dans les espaces d'arrangement, il y a bien des jeux comme Great Wall, je sais que tu l'as vécu, que tu vas bâtir quelque chose. Dans le cas de Great Wall, tu as les murs, dans Monster on Board, c'est les voitures, puis après, ça rentre plus dans le bois. T'es là, c'est quoi, je suis censé les afficher sur le bord d'une de mes étagères, fièrement, mes petits chars qui marchent pas super bien de Monster on Board, c'est ça? Fait ouais, ou t'allonges ta durée de setup de 8 minutes parce qu'il faut que tu remontes à chaque game, voyons donc. ouais, c'est ça. Fait que tu sais, les jeux où il y a clairement personne dans la compagnie ou dans la maison d'édition, l'auteur ou les producteurs, etc., qui ont dit je vais prendre ma boîte, je vais l'ouvrir, je vais resserrer ça, je vais refermer, je vais regarder s'il y a de la place, si on est capable de s'organiser. Ou les jeux, comme tu disais, Bitoku, qui font juste tirer à la plug. T'as une boîte vide, plein de sacs, genre dans comme tu veux. C'est un minimum d'effort. Là. Fait qu'un jeu qui n'a aucune solution de rangement, puis je pense encore pire, les jeux qui ont une solution de rangement, que t'es là, hein, ça marche Qui quand est même, la même pas solution de bonne. rangement. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec? Il n'y a pas de place, les cartes ne rentrent pas dedans, ou ça se place mal. Puis on l'a vécu en commençant récemment la campagne d'Oathsworn, qui eux le font bien. Si tu as 1 milliard de composantes dans les Kickstarter, je connais juste 2 compagnies qui ont fait ça. Il y en a Mindclash qui le fait, puis Shadowborn Games semble le faire aussi, mais on te fournit une feuille. Voici comment tu le sers, ton jeu. Tu sais, les versions Kickstarter, des fois, ils ont 3 millions de composantes. Ils ont des tokens de boule, des tokens de Ah, puis ça métal, les s'empile jetons de ci, les d'une seule standees, les affaires. façon. Puis là, ça se place d'une façon extrêmement précise pour que tout rentre. T'es là, ouais, la boîte ne ferme pas. Puis là, t'es là, ouais, tout est dans la boîte. Comment je suis censé placer ça? Puis il y a très, très peu de compagnies qui t'offrent une feuille. Bon, commence par mettre ça là, mets ça là, ensuite mets ça là, fais l'affaire là. Tu finis par que ça marche. Que les solutions de rangement mal pensées, mal réfléchies, ou tu sais, des affaires, je vais penser à Chai, c'est tout cute, un petit insert qui est censé comme fitter puis clipper, mais il n'y a rien qui tient nulle part. Puis à la seconde que tu es un joueur qui, moindrement, va mettre des boîtes dans l'autre sens, tout tombe, la boîte ouvre, les sous se ramassent partout dans la boîte. C'est désagréable. Fait que, tu sais, pense qu'il y a des joueurs qui mettent debout, il y a des joueurs qui mettent couché. Virer à l'envers, peut-être pas, je vais comprendre, mais faut que ta boîte se range de différentes façons. Fait que c'est un bel insert, mais que dès que tu mets ça de côté, tout fout le camp, on n'est pas tant mieux. Donc voilà, c'était les inserts mal pensés, les jeux sans solution de rangement ou les jeux sans instruction sur comment ranger ton jeu quand tu as 352 millions de composantes. Voilà. Un excellent choix, je suis bien d'accord avec ça. Et numéro 1, on va avoir la même affaire, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. C'est évidemment ce que j'appelle les livrets de règles de marde. Ouais. J'aime ton sens poétique. Voilà, c'est aussi, c'est ça, ça veut tout dire.
Ça peut être un livret de règles qui est incomplet. Ça peut être souvent un livret de règles qui n'a pas de structure, qui tu sais pas trop comment jouer, puis il commence à t'expliquer un paquet de concepts, t'es comme, man, je sais pas quand tu fais ça, quand tu fais ça. T'sais, explique-moi la structure, explique-moi le tour de jeu, explique-moi comment ça commence, puis comment qu'on va jouer. D'accord. Puis après, tu me diras tes concepts, puis comment ça marche. Le contraire fait que je fais juste te garrocher des règles, mais sans contexte. Puis tu peux pas apprendre des règles sans contexte, parce que ça veut rien dire. Ouais. Non, c'est ça. Fais-moi un briefing aussi, c'est ça, évidemment, numéro un, là, c'est les livrets de règles mal faits ou incompréhensibles. Il y a tellement de jeux qui n'ont pas eu de deuxième chance à cause de ça. Puis là, c'est souvent, c'est pas toujours le cas, mais c'est un problème qui est assez récurrent des jeux qui viennent des campagnes de financement. Les compagnies bien établies qui sortent directement en magasin comme Fantasy Flight, ils ont fini par quoi, qui ont longtemps eu les règles ordinaires, Fantasy Flight. Ah, ben, Mais moi leur format de livre, tu c'est sais, ça, mais depuis qu'ils ont switché Learn to à Play, puis Learn to Play, puis un genre un d'annexe, reference là. guide, Ouais, un guide de référence pour tous les mots-clés du jeu, j'aime vraiment ça. ça a révolutionné le système. Il y a une couple de compagnies qui font ça maintenant. Root est comme Euh, ça aussi. Stars of Icaria aussi était. Non, Burn Cycle, Chip Theory Games est rendu comme ça. Okay. Avec un Learn to Play puis un guide de référence. Fait que, mais bref, un peu comme si tu disais, un livre qui n'a pas de structure, tu commences, puis j'ai un exemple de combat à la troisième page, ou tu sais, des affaires niaiseuses, il y a pas de référence au niveau des composantes au début. Ouais. Fait que là, tu lis les règles, puis là, prends un jeton de malice. OK, c'est quoi ça, le jeton de malice? C'est-tu le jeton qui a un petit cœur brisé dessus? C'est-tu le jeton avec un œil méchant? C'est-tu le jeton qui a une face de mort? Tu sais pas, ça te prend une petite feuille, voici c'est quoi les composantes que tu as avec un compte. Il y a beaucoup de joueurs qui aiment ça, vérifier qu'il ne manque pas de morceaux quand ils vérifient. Fait que ça te prend un décompte, idéalement accompagné d'une image pour que je puisse savoir c'est quoi les Oui, composantes. quand il n'y a pas Quand j'en ai d'image, t'es besoin. comme, man, comme je connais pas tes termes encore. C'est ça. Dans un livre de règles, ça te prend beaucoup d'exemples pour expliquer, surtout dans les jeux qui ont des concepts, par exemple, comme le line of sight, qui ont des actions qui vont interrompre, qui ont des jeux qui ont du déplacement à l'intérieur du jeu. C'est invariable que dans la première partie, tu es là, je suis mon déplacement de même, je vois-tu le tel bonhomme là-bas avec mon line of sight? Puis qui vont manquer d'exemples, des jeux qui vont commencer dans la mauvaise structure. Je suis en train de lire un jeu, le livre de règles, il l'explique pas le tour de jeu. Il dit à un moment donné, tu as un nombre de points d'action par tour, puis après, il explique toutes les actions que tu peux faire. Je suis comme, y a-t-il une phase de refresh? Est-ce qu'il fonctionne différemment par rapport aux autres jeux? Puis je sais que le jeu il est bon, j'en ai entendu parler beaucoup. On en reparlera probablement dans une autre liste. Mais j'ai pas encore joué, puis au fur et à mesure que je les règle, c'est fou comment ça a l'air complexe pour des jeux comme Batman Gotham City Chronicles, que tu as une longue liste d'habiletés qui sont juste classées en ordre sans ordre véritable. J'avais un jeu, je me rappelle, qui était King Down, un jeu que j'avais backé sur Kickstarter, qui était une variante sur les échecs. Le livret d'instruction, il était comme sur une espèce de brun foncé, le fond là, de la page. Fait que c'était difficile visuellement de lire le texte. Puis tu avais une longue liste d'habiletés que tes cartes pouvaient avoir, puis ils n'étaient pas classés en ordre alphabétique. Fait que je cherche l'habileté jump à quelque part. Là. Les livres de règles qui font pas. Souvent, au verso du livre de règles, ils font une espèce soit de résumé ou une espèce d'aide de jeu au verso avec toutes les icônes du jeu, des trucs comme ça. Ouais, minimalement un index. Quand il n'y a pas d'index. Ah mon dieu, hey, tel tuile, elle fait quoi? Je sais pas, là, tu commences à fouiller dans le livre. Je sais pas, il explique ça où. Fait que des fois, tu perds ton temps à chercher des règles dans un livre qui est mal fait ou qui a pas justement ces parties-là. Ouais. Ça, si j'avais un conseil à donner à n'importe qui veut se lancer pour essayer de faire un jeu de société, c'est peut-être ta composante la plus importante. C'est là que les gens peuvent arrêter. Puis j'ai connu beaucoup de monde avec beaucoup de jeux qui recevaient un jeu qui avait de l'anticipation, lit les règles une fois, comprend rien, commence les règles une fois, installe le jeu tranquillement, puis tire le fil, terminé. Ce jeu-là, je comprends rien, puis j'ai plus l'intention de comprendre quoi que ce soit à ce jeu-là, j'arrête. Ouais, c'est ton premier contact avec le jeu. Avant d'y jouer, il faut que tu lises les règles. Fait que si les règles deviennent compliquées, puis ça devient trop ardu,
on va passer au prochain. Là. Ouais. À moins que je sois Ouais, vraiment puis, motivé à y jouer. ouais, puis là, on parle même pas des jeux qui sont ardus. C'est sûr qu'un Lacerda ou à la limite Root, ça n'a pas dû être si simple que ça, tout comprendre avec les factions. Je me rappelle quand j'avais lu Vast, de la même compagnie, j'avais trouvé ça lourd à lire parce que là, il explique chacun des personnages séparément comment ils fonctionnent. Mais les derrière était bien fait. Ils sont structurés. Sont structurés, fait que tu es capable d'y aller tranquillement, de prendre ça par petits morceaux. Tu sais, On Mars, c'est un jeu hyper complexe, mais tu te retrouves super rapidement à l'intérieur du livre de règles. C'est facile de t'y retrouver, c'est facile de trouver de l'information. C'est ça qui est important. Les gens vont se poser des questions pendant leur première partie et il faut que l'information soit accessible, il ne faut pas qu'elle soit cachée en arrière d'un paquet d'affaires. On va rentrer là, la taille de ta police, des exemples, la couleur à l'intérieur du jeu. Faire quelque chose qui est facile à prendre en main, c'est super important. Ouais, tu sais, des exemples de gameplay, de pas juste mettre du texte, mais tu sais, de mettre un screenshot d'une situation de jeu avec des vrais jetons, tout ça. Ouais. Pour s'y référer, c'est vraiment quelque chose qui est aidant. Là. Je me souviens, tu sais, le livre de règles de Aftermath, là, c'est un des pires que j'ai jamais vu de ma carrière. T'sais, Aftermath, c'est un genre de jeu campagne, coopératif, dungeon crawl, en fait. Là. Fait que tu fais que ces dungeon crawl-là, souvent, c'est des livres de 20, 30 pages, souvent. C'est comme des jeux avec beaucoup de règles, puis il y a beaucoup de choses, puis souvent, il y a des exemples, le combat, les affaires, les lignes de vue, nanana. Aftermath, le livre de règles prend 7-8 pages, à peu près. Là, il est incomplet. Là, tu le lis, t'es comme, OK, mais telle affaire, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Ah, c'est pas écrit dans le livre de règles. Fait que là, maintenant, tu fais comme. T'as comme 4-5 questions, tu comme. Mais je trouve pas les réponses dans le livre de règles, ils en parlent pas. Ok, je vais aller voir le site. Ouais, on a fait une FAQ de 5 pages parce qu'on s'est aperçu qu'il manquait des règles dans notre livre. Mais voyons donc. T'as édité ce livre de règles-là sans t'en rendre compte qu'il y a des règles que t'as pas mis dans ton livre. C'était comme le summum. C'est fou, tu parlais de mettre des exemples, là, surtout dans les jeux de type exploration, donjon, les jeux de combat, les jeux de skirmish. Tu as beaucoup de déplacements quand ça va interagir avec les pouvoirs de certains personnages ou les lignes de vue qui vont intervenir, etc. Mets des affaires claires, mets quelque chose de clair, autant au niveau de ta règle en tant que telle qu'au niveau de la façon dont tu vas expliquer ta règle. Ouais. Parce que les gens, invariablement, vont se poser des questions. Puis mets-moi des exemples. Mais on l'a vécu dans une partie de Outsworn récemment, qui le personnage est là, le monstre est là. Il pourrait se déplacer de telle façon pour faire tant d'action, il pourrait se déplacer de telle façon pour faire tant d'action, il pourrait se déplacer, il pourrait pas se déplacer de telle façon. 4-5 exemples dans le même contexte, puis après, OK, on est capable d'extrapoler à partir de ça. Mais ça me prend des exemples, absolument. Beaucoup de jeux euros qui n'ont pas d'exemple. Des fois, il y a bien des jeux qui vont le faire intelligemment. Une fois qu'ils ont expliqué les règles, on va te faire une petite page, un tour de jeu. Oui. Fait que joueur A fait telle affaire, il dépense tant d'argent, il prend telle action, fait qu'il fait ça. Lacerda va le faire beaucoup dans ses jeux, qui va donner des exemples concrets de tours de jeu. En disant, fait que Vital prend son action, il va à telle place, dépense tant d'argent, il prend telle tuile, il met ça là, donc ça déclenche telle affaire, parce que lui, il a souvent des réactions en chaîne dans ses jeux. Fait que tu fais comme, OK, ça permet de le faire. Puis les jeux qui le font pas, ils t'expliquent des fois 3 pages de texte de règles, puis après, range-toi, là. Genre ça, GMT, mettons. Ouais, la règle 14.4.2.6. C'est ça, avec pas d'exemple. Fait que c'est ça, je suis tout à fait d'accord. Les livres de règles, c'est un grand fléau. Ouais. Puis il y a beaucoup de jeux qui meurent malheureusement à cause de ça. Puis t'es pas capable de sortir. Tu sais, ça arrive des fois, t'es là, je sais qu'il y a un bon jeu dans ces pages-là, mais je le comprends pas. Ouais, c'est ça, c'est triste. Ouais, voilà. Fait que c'est évidemment un irritant qui est récurrent. Puis je pense pas qu'on soit les seuls à trouver ça. Donc, on vous inviterait justement en commentaire à nous laisser savoir. C'est quoi vos irritants? Qu'est-ce qui vous tape ses nerfs? Qu'est-ce qui vous fait grincer les dents quand vous jouez à des jeux de société? On a hâte de lire vos commentaires là-dessus. Oui, puis quand j'ai monté la liste, je le sais, puis je suis persuadé, il y en a qui me sont venus en tête quand tu les as nommés. Je sais qu'il y a des choses que j'aurais voulu mettre que des gens vont nommer. Je sais que j'ai oublié des choses qui me tombent sur les nerfs, c'est sûr, il y a tellement d'affaires qui m'achètent. On est rendu piqué, là. Hein? On est rendu piqué. Quand tu joues à des centaines de jeux par année, hein, tu peux te permettre de commencer à être difficile. Ouais, c'est ça. Ouais, puis ça fait changement comme liste, le fait que c'est pas une liste qui est axée sur des jeux précis, mais qui est un peu plus sur des choses différentes. Ça fait changement, donc... Ouais, j'ai trouvé ça le fun, puis justement, moi j'ai presque nommé, à une ou deux exceptions près, j'ai presque juste nommé des jeux qu'ultimement j'aime.
Tank Garden, c'est un bon jeu. En plus, Il y a ouais, une c'est fois ça. que Chalondro décompose. Ouais, c'est ça. Oui, c'est des irritants. L'exploration est malade, mais l'irritant va empiéter là-dessus. L'irritant fait que oui, ça nous gosse, mais on peut y jouer pareil au jeu si on l'aime. Ouais. C'est ça. Des fois, c'est pas tout noir ou tout blanc dans un jeu, justement. Fait que c'est bon d'être capable de prendre du recul puis de dire, OK, ce jeu-là, je l'aime vraiment, mais cette affaire-là, ça me gosse. Là. Oui, puis on aime ça chialer aussi. Ben oui, Le plateau de Bitoku, je suis là, on dit qu'il y a du stock dans les sacs pour rien, puis le plateau, il est sur le long, c'est fatiguant. Ouais, c'est ça. Mais jeu bon pareil. Fait que laissez-nous ça en commentaire, on a hâte de lire ça. Puis merci Yes. LP pour cette top 10. Merci de l'invitation. J'ai l'impression qu'on se revoit bientôt. Ouais, c'est ça. On a une coupe à tourner prochainement. Donc, c'est pas qu'on a le même linge dans le prochain. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram à Professeur Board Game. Et si vous voulez nous encourager sur notre page Patreon, ça peut aussi vous donner accès à notre serveur Discord. Yes. Merci tout le monde. Bonne journée. Yes. Continuez Faites attention à vous. Ciao.